Voici un schéma rudimentaire du fonctionnement d'une grande banque multilatérale comme la Banque mondiale ou la Banque africaine de développement. Les actionnaires de la banque sont en fait les pays, pratiquement tous les pays du monde, que ce soit à la Banque mondiale ou à la Banque africaine de développement, et leurs représentants sont ce qu'on appelle les gouverneurs, qui sont en général les ministres des Finances des différents pays membres de l'organisation. Ces gouverneurs se réunissent en assemblée générale 2 fois par an, c'est ce qu'on appelle les assemblées de printemps et l'assemblée d'automne, mais un conseil d'administration siège en permanence, et par exemple à la Banque mondiale, c'est un conseil d'administration de 27 administrateurs qui représentent l'ensemble des gouverneurs, avec certains administrateurs qui sont là pour un seul pays quand ce sont des gros pays donateurs à la Banque mondiale, ou des administrateurs qui regroupent un certain nombre de pays plus petits sur le plan économique. Ce conseil d'administration, c'est lui qui vraiment a le grand pouvoir de décision stratégique au niveau de la Banque mondiale, mais c'est aussi un conseil d'administration qui se réunit à chaque fois qu'il y a un projet à approuver, et en fait, en pratique, il se réunit tous les jours, ou presque tous les jours de l'année. Pour faire fonctionner les affaires courantes de la Banque mondiale ou de la Banque africaine de développement, il faut un management avec plusieurs niveaux de hiérarchie. Et tout ça entoure un staff opérationnel. Le staff opérationnel, c'est ceux dont on dit qu'ils sont vraiment dans les tranchées. En fait, dans un organisme comme la Banque mondiale, on s'aperçoit qu'il n'y a à peu près que 10% du staff qui est représenté par les chefs de projet. En tout cas, ces gens-là, en général, préparent 1 ou 2 projets par an et supervisent quelque part entre 5 et 10 projets par an. Et donc, les projets, c'est ce qu'on appelle les opérations. Alors, ce qui est important, évidemment, c'est que les opérations mettent en jeu le gouvernement emprunteur, puisque c'est lui qui emprunte l'argent pour pouvoir effectuer l'investissement de développement qu'il veut mettre en œuvre. Mais ça touche bien évidemment aussi les communautés locales, puisque les communautés locales globalement bénéficient du projet, ou en tout cas sont censés bénéficier du projet, mais c'est aussi les communautés locales qui peuvent avoir l'inconvénient et le dommage créé, si vous voulez, par un impact environnemental ou social involontaire. Et donc, quand tout ça fonctionne sans mécanisme de recours, eh bien, les communautés locales, en fait, se retrouvent avec très peu de possibilités d'information du management et du conseil d'administration de la Banque mondiale, qui est censé en particulier les représenter, puisque, encore une fois, ils représentent les gouvernements de l'ensemble de la planète. Et ce qu'apporte de très puissant le mécanisme de recours, c'est cette boucle de feedback, si vous voulez, qui retourne au conseil d'administration et qui donc chinte, si vous voulez, en termes électriques ou en termes physiques, le management et le staff opérationnel et même le gouvernement emprunteur. Et ce qui est très important, évidemment, c'est que de là-bas, au niveau du conseil d'administration de la Banque mondiale ou de la Banque africaine de développement, du coup, on a une vision très très claire et très directe sur ce qui se passe sur le terrain. Et comme, par exemple, pour le panel d'inspection de la Banque mondiale, il suffit de 2 personnes vivant dans la zone du projet et s'estimant ou potentiellement ou réellement lésées par un projet financé par la Banque mondiale, on voit bien que c'est un mécanisme fin de rétroaction.